Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast À table. On a le plaisir de recevoir deux invités qui ont eu un parcours incroyable et sur lequel aujourd'hui on va découvrir plus en détail leurs différentes activités, nous parler un petit peu de leur parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, pour ce podcast À table, organisé par l'association Micro Academy, j'ai le plaisir de l'animer avec Mohamed Adou. Bonjour Mohamed. Bonjour Mokhtar, bonjour Aïssata et Julien. On a vraiment un grand plaisir à vous rejoindre aujourd'hui et hâte de découvrir votre parcours. Oui, Aïssata et Julien. Alors, c'est une histoire incroyable. Savane et Mousson, dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, ça fait quelques années. Je vous propose qu'on puisse, dans ce podcast, parler de vous, parler un petit peu de votre parcours, ce qui Avec vous plaisir. a donné envie de créer ce restaurant. D'où vient, en fait, l'idée même aujourd'hui de Savane et Mousson. On aura le plaisir aussi d'échanger un petit peu sur vos réalités. Aujourd'hui, on pose la question de la franchise. Et pourquoi pas franchiser le concept ? Et c'est un sujet sur lequel il est hyper important que vous puissiez nous donner votre retour d'expérience. Enfin, on aura le plaisir, Mohamed, de leur poser la question sur le futur. Donc, qu'est-ce qui va y arriver pour les années 2025 et celles qui arrivent? Et enfin, vous nous donnerez quelques conseils pour nos entrepreneurs. Sans plus tarder, je vous propose, Aïssata et Julien, de vous présenter un petit peu votre parcours. Tu commences, Aïssata? Avec plaisir. Laurent. Merci pour cette belle introduction. On est hyper heureux d'être là. MyCreo, on a un beau parcours avec vous. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail pendant cette interview. Mais oui, effectivement, Savane et Mousson, moi je suis la cofondatrice, je suis Aïssata. J'ai créé du coup avec Julien, mon associé, cette belle marque qui se développe aujourd'hui. Donc Savane et Mousson, c'est un concept qui fusionne les cuisines d'Afrique et d'Asie à l'image de ses fondateurs. Et l'idée est née tout simplement des voyages. Des voyages, Julien va pouvoir en parler aussi. Oui, du coup, l'idée de Savane et Mousson, c'est vraiment de fusionner les saveurs d'Afrique et d'Asie. En fait, l'idée nous est venue lorsqu'on était étudiant. En fait, pour valider notre diplôme, on a dû partir valider une période à l'étranger. Et en fait, le hasard a fait que je me suis rendu en Afrique dans le cadre d'une mission humanitaire. Et Aïssata est partie en Asie. Et en fait, quand on est revenu, on avait fait le même constat qu'en fait, à la fois en Afrique et en Asie, on mangeait les mêmes ingrédients, mais cuisinés de manière différente. Et du coup, on était dans le même groupe de potes, on s'en est parlé, on s'est dit, ah ouais, c'est marrant et tout ça, peut-être qu'on pourrait faire un truc autour de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en stage ensuite dans le cadre de nos études, on est parti, moi j'étais en banque, Aïssata était en conseil en stratégie, et je pense au bout de 2 mois, on s'est dit... On se faisait chier. on s'est dit, ouais, non, ça peut pas être ça ma vie, je peux pas être arrivé à 10h, machine à café, on travaille, on parle avec les collègues, on est derrière l'ordi. T'es sur ton intranet et tout. Non, moi, j'avais envie d'aventure et j'ai dit à Aïssata, est-ce que on part dans cette aventure ensemble? Et je me rappelle, Aïssata, elle m'avait appelé. Elle m'a dit, ouais, Julien, tu te rappelles le projet dont on parlait? Est-ce que tu veux qu'on se lance dessus, qu'on commence à bosser dessus? J'ai dit, t'as vu, Aïssata, moi, si je me lance avec toi, c'est jusqu'à la mort. Hein, Ouais, moi, on va pas Il m'a s'arrêter. dit jusqu'à la mort, j'ai réfléchi, j'ai dit wow, jusqu'à la mort, doucement. Mais effectivement, ouais, belle aventure et en fait, on est hyper complémentaires. C'est ça qui est bien aussi dans notre duo. On n'a pas les mêmes sensibilités, mais par contre, on a la même vision sur l'entrepreneuriat et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le projet, il est bien porté. Et effectivement, c'est vrai que même quand on a eu des défis, des moments un peu difficiles, le jusqu'à la mort, je m'en rappelle. Et du coup, Ah, mais le jusqu'à la mort, il a commencé semaine 2. Hein. ouais, semaine 2. Dès la semaine 2, on était aux portes de la mort. Bon, je pense qu'on va devoir raconter cette anecdote. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on s'est dit, on trouve le nom déjà, Savane et Mousson, ok, c'est sympa et tout. On va travailler des produits. Et du coup, la première idée qu'on avait eue, c'est celle qu'on porte encore aujourd'hui, c'est les sushis africains. Faire des sushis avec des saveurs africaines. Du coup, je me rappelle, on avait pris en photo, on avait cuisiné nous-mêmes, on avait pris quelques photos des sushis. On les avait... du coup, on avait un album sur nos téléphones où on avait tous les plats qu'on avait pu prendre en photo. Et je vois une publication Facebook passer, Festival international du sushi à Vincennes. Ah, on s'est dit international. J'ai dit, ah ouais et tout. Je dis, vas-y, ça t'a fait une plaquette, bricole un truc sur PowerPoint, on leur envoie, on dit, ouais, on est trop stylé et tout. Aïssata, elle me fait un truc. Moi, j'envoie, je me dis, jamais de ma vie, ils vont me répondre. Parce que c'était vraiment dans 5 jours l'événement. Ouais, c'était je crois on était lundi et l'événement c'était vendredi. Moi, j'envoie lundi à 10h au gars. À 11h, il me rappelle. Il me dit, ouais, c'est trop bien ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez être prêt pour vendredi? J'ai un stand qui m'a lâché. Est-ce que vous pouvez être prêt pour vendredi?
moi, on est à l'école. Hein. On est à l'école, je me rappelle. C'était à l'EM Lyon. Oui, c'est ça. Du coup, avec Aïssata, depuis tout à l'heure, on parle de l'école, mais c'était à l'EM Lyon qu'on s'est rencontrés, une école de commerce qui, comme son nom l'indique, est à Lyon. Et, et du coup, en fait, je me rappelle, j'étais descendu à Lyon pour un partiel. Ouais. J'avais envoyé ce message à 10h. À 11h, on m'avait répondu. Mais sauf que moi, à ce moment-là, avec Aïssata, on était en stage, comme on vous l'a dit. Moi, j'étais en banque et Aïssata était en conseiller en strat. Est-ce que vous pouvez être prêt pour vendredi? Parce qu'il y a quand même... on attend 20 000 personnes, je crois, 20 000 personnes. sur l'événement. Il y a une vingtaine de stands, mais il y a 20 000 personnes. Ça fait quand même 1000 personnes par stand. Et moi, tout à fait, nos équipes sont prêtes. sont opérationnelles. On a l'habitude depuis ce genre d'événement. Ça fait des années. Ça fait des années qu'on est fait ça. lancé. Alors que ça faisait une semaine. Après, je raccroche. J'appelle Aïssata, je dis Aïssata, on est dans la merde là. Faut qu'on soit prêt pour vendredi. Je dis mais comment ça? Qu'est-ce que tu as démarché et tout? Après, je lui explique et tout. Et je crois cette semaine, entre le mardi et le vendredi, samedi, dimanche, où on a fait tout le festival, je pense sur une semaine, on a dû dormir 15-20 heures maximum. On était épuisés. Mais c'est comme ça qu'on a gagné nos premiers euros de chiffre d'affaires. Du coup, pour vendre nos plats, en fait, il y avait un système de jetons. Les gens, ils nous donnaient des jetons et on n'encaissait pas des euros directement. C'est-à-dire, on avait plein de jetons dans les poches, on avait l'impression qu'on était riches et tout. Et à la fin de l'événement, on a tous nos jetons, on les donne à l'organisateur. Il dit OK. Nous, on croit grave quand on veut lui donner, il va nous donner de l'argent. C'est-à-dire, on vient, on lui dit tiens, ça, c'est les jetons. Du coup, il faut nous donner notre CA et tout. Il dit non, là, je vais juste noter et à la fin de l'événement, vous m'enverrez votre cabis et votre numéro de TVA intracommunautaire. Intra quoi? Il y a intra quoi? Je dis, mais il n'y a pas de problème. Là, on est un peu fatigué, mais la semaine prochaine, on vous envoie ça. Et ça veut dire qu'on était encore fatigué de l'événement. On se dit, Aïssata, on est dans la merde, faut qu'on trouve un cabis. Et tout. C'est incroyable, Mohamed, ces débuts d'aventure où finalement l'audace. L'audace, c'est le bagou. Ouais. Et justement, toute cette absence de peur totale, la confiance en soi, c'est incroyable. Et moi, c'est ça qui m'a frappé dans vos débuts, parce qu'on vous connaît depuis un moment. Vous êtes plein d'énergie, mais surtout, parce que ça ne fait pas tout, vous êtes très complémentaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et justement, est-ce que vous pouvez en parler? Oui, totalement. Après, c'est vrai qu'en général, Julien, ça va plus être la personne qui va foncer, qui va avoir beaucoup d'idées, comme il l'a décrit, il va cerner les opportunités. Et après, c'est plus, tu te débrouilles avec ça pour que justement ça fonctionne. Moi, je veux juste qu'on aille là et je ne sais pas comment on y va. Et en général, c'est plus comme ça qu'on s'organise. Là, je synthétise de manière hyper brute, mais plus sérieusement, on n'a pas du tout les mêmes compétences. J'ai envie de dire, Julien, il est plus dans l'analyse, dans les chiffres, etc. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus la personne qui va s'occuper du développement, qui va penser à la structuration du réseau de franchise, à la structuration de nos différentes sociétés, etc. Et moi, j'ai plus m'occuper du quotidien et des équipes au quotidien et des différents projets qu'on a, l'organisme de formation, le service traiteur et l'événementiel de manière générale chez Savane et Mousson. Donc en fait, on part d'une idée, d'une intuition, d'une volonté de liberté, d'une soif d'aventure, et ça se concrétise par une première opportunité. Cette anecdote, elle est révélatrice sur votre caractère d'entrepreneur. Et aujourd'hui, ça prend quelle forme, Savane et Mousson, où vous en êtes aujourd'hui dans le développement de votre activité? Il y a combien de points de vente? Quel format vous développez? Est-ce que on peut nous en parler, c'est ça, Julien? En fait, pour comprendre comment c'est structuré Savane et Mousson, je pense qu'il faut comprendre le parcours. Là, on vous a expliqué qu'on a commencé comme ça avec le Festival international du sushi. Mais du coup, sur le cabis, on a écrit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit comme... c'est quoi notre première société? Nous, on était étudiants, il faut le rappeler, parce qu'après ce festival, nous, on retourne en stage. Quel âge, en fait, à ce moment-là? À ce moment-là, on avait 23 ans. On avait 23 ans. Ouais. Du coup, à ce moment-là, on se dit, nous, on veut ouvrir un resto, mais déjà, le lundi, il faut que je retourne en stage. Et un cabis avec une carte d'étudiant. On avait nos crédits étudiants sur le dos et tout ça. On s'est dit, on ne peut pas ouvrir un restaurant comme ça. Du coup, on s'est dit, comment on va faire pour... On avait le projet d'ouvrir des établissements, mais comment on va faire pour trouver cet argent? On s'est dit, on va créer un service traiteur où, avec les bénéfices, on pourra acheter notre premier restaurant. Pas seulement, il y avait les bénéfices, mais aussi le fait qu'en service traiteur, on peut choisir les moments où on travaille. Ouais. On ne travaille pas tous les jours comme dans un restaurant où on doit être ouvert obligatoirement d'une certaine heure à une certaine heure. En service traiteur, on a des demandes entrantes et en général, on disait oui ou non en fonction de notre calendrier et de nos partiels.
Donc, moi, je me rappelle, j'avais des partiels, par exemple, le mardi. Il y avait une demande C'est client qui incroyable. rentrait le mardi. Je disais, ah non, Ah là, non, on est ouais. complètement bouqués. On a trop de clients déjà le mardi. Ça sera Alors que plutôt l'agenda, elle mercredi. était vide. Ah, l'agenda il était vide. Il était vide. C'est juste, j'avais partiel, je pouvais pas. Ouais. Mais en gros, le luxe avec le traiteur, c'est que tu peux choisir vraiment les moments où tu travailles. Ouais. Donc, ça, c'était excellent. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette première Ok, branche. donc en fait, transformer la réalité des difficultés en une opportunité, Ouais. c'est-à-dire plutôt que de dire non, mais je ne vais pas pouvoir le faire, on se dit, je Non, mais ambitionne c'est un surtout, resto. non, je vais pas pouvoir le faire parce que je suis à l'école. Ça, Ouais. c'était Ouais, juste ouais, ouais, interdit, c'était ouais, juste ouais. pas possible. Ouais, à ce ouais, moment-là. ouais. Parce qu'il Donc, fallait qu'on- vous aménagez le projet en fonction de votre réalité. C'est ça. Là, on va y aller en mode traiteur. Et vous le faites pendant combien de temps, tout ça, là, cette aventure un petit peu à être dans deux activités, être étudiant, finalement, et de l'autre côté, faire des opérations de traiteur. Bah, du coup, ça, on l'a fait très longtemps. Moi, j'étais diplômé en 2022. C'est-à-dire, on a commencé en 2019. Entre 2019 à 2022, on faisait savane et mousson et les études. Traiteur Et les études. Mais du coup, le traiteur, qu'est-ce qui s'est passé pour le traiteur? On s'est dit, 2019, on se fait les dents sur le traiteur, on fait quelques petites prestations et tout ça. On se dit, bah, Aïssata, on va prendre une année de césure pour bosser à fond sur notre projet et on va voir si ça passe ou ça casse. Du coup, on se dit, la bonne année de césure pour lancer un traiteur événementiel, année 2020. C'est-à-dire, on signe des prestations parce que le traiteur, tu bosses pas au jour le jour, tu signes des prestations pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. C'est-à-dire, on avait un calendrier sur 2020, on devait faire, pour notre première année, on devait faire 100 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires. À partir du mois de mars, Covid, tous nos clients, ils nous lâchent. Enfin, c'est pas de leur faute, mais on reçoit plein de mails, ouais, l'événement, il est annulé, il est annulé. C'est dur, on perd toutes les prestations. On voyait notre projet s'écrouler. On s'est dit, alors qu'on avait souffert en 2019 pour faire les études, faire ça en même temps, se faire les dents et tout, parce qu'à la base, on n'est pas cuisinier, on a dû apprendre à faire les trucs de nous-mêmes et tout, parce qu'on ne pouvait pas embaucher de salariés à cette époque. Du coup, on a tout appris par nous-mêmes, mais on voit tout notre projet qui s'effondre. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, soit on lâche et on fait autre chose, parce qu'on était quand même étudiant dans une grande école de commerce, enfin, on avait des opportunités de carrière qui se présentaient à nous, soit on lâche pas, et j'ai dit à Aïssata, t'as vu, on n'est pas encore mort. Rappelle-toi, c'était jusqu'à la mort. Là, je suis pas mort, moi. Ça veut dire, Malgré le donc on Covid, continue. malgré les Ouais. difficultés. et du coup, à ce moment-là, on se dit, on va pivoter, on va passer du B2B, parce que nous, on était vachement orienté entreprise, Ouais. dû à notre parcours aussi, comme nos potes, ils étaient dans des grandes entreprises, ils filaient nos contacts à leur boîte pour qu'on puisse faire les prestations. Et on est passé du B2B au B2C en faisant monter un compte Instagram et en assurant des livraisons sur les différents départements. Et c'est à ce moment-là qu'on croise la route d'un incubateur à Aulnay-sous-Bois qui nous aide à pivoter, à réaliser ce pivot. Et du coup, cet incubateur, vous le savez bien, c'est MyCreo Academy. Incroyable. Alors, Julien Aïssata, vous êtes étudiant. Vous dites ne pas être entrepreneur à ce moment-là. Ouais. Vous ne savez pas cuisiner. Vous n'avez pas d'argent. Ouais. Et vous n'avez qu'une seule ligne directrice, c'est jusqu'à la mort. C'est ça. Ça peut donner l'impression à beaucoup que c'est pas structuré, que voilà, on va dans tous les sens, etc. Mais en vrai, derrière, il y a quand même une recette. Il y a quand même quelque chose de structurant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est pour que ceux qui nous écoutent comprennent qu'en vérité, ça c'est pas simplement une question de compétences. C'est bien plus que ça. Ça, c'est une très bonne question. Mais j'aimerais y répondre en plusieurs temps parce que c'est une question complexe. Nous, on est des entrepreneurs qui sommes nés pendant la crise du Covid. Enfin, tout notre projet s'est construit à partir de la crise du Covid. Du coup, cette vision un peu déstructurée, on était obligé de l'avoir. On était obligé d'être agile, on était obligé de s'adapter vis-à-vis de toutes les contraintes qui ont été posées sur le monde de la restauration. Il y a même plusieurs confrères à nous qui, aujourd'hui, s'intéressent à notre modèle parce que, justement, il est hyper résilient. C'est un modèle qui est né et qui a été construit par rapport à la crise sanitaire. Les restaurateurs, ils ne pouvaient plus accueillir des gens à l'intérieur. Ils devaient accueillir les gens, mais avec des machins en plexiglas entre chaque client, etc. Ils devaient faire que de la vente à emporter. C'est la naissance du click and collect. Et toutes ces choses-là, en fait, on a été contraints d'avancer avec. Donc, effectivement, nous, on a dû tester plein de choses et éprouver notre modèle et créer un modèle même qui soit Covid-proof. Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle notre modèle. Donc, grâce au chaos, en quelque sorte, grâce au Covid, vous créez un concept qui résiste et qui est résilient. Voilà. Pour nous, en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir la triple casquette à la fois traiteur, restaurant et food truck, pour nous, aujourd'hui, c'est une force.
c'est une différence vis-à-vis de la concurrence, mais c'est surtout une force, puisque ça évite aussi tout ce qui est fluctuation du chiffre d'affaires. On sait qu'en général, en fin d'année, c'est un peu dur pour les restaurateurs. Bah, nous, en service traiteur, on cartonne. On sait que l'été, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont partir en vacances, etc. Sur la partie restauration, c'est pas fou, les mois de juillet et août. Mais nous, sur la partie food truck, on cartonne. Il y a énormément de festivals, énormément d'événements l'été. Le food truck, il a participé même aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est pas tous les restaurateurs qui peuvent le faire. Nous, chacune de nos branches aujourd'hui nous permet d'attirer des clients différents et de se faire la passe. C'est marrant ce qu'on a créé parce qu'un client, il peut manger le midi dans un de nos food trucks. Par exemple, il peut se dire « Ah, vous avez une offre hyper sympa pour le food truck ». Le soir, il va dans un de nos restaurants parce qu'il invite sa femme ou ses amis à boire un verre et à être en famille en train de célébrer un événement. Et nos serveurs, ils sont les femmes, briefés. ils peuvent inviter les maris aussi. Les femmes peuvent inviter les maris, effectivement. Ouais. effectivement. Et aussi, du coup, pendant ce moment-là, on a briefé aussi nos serveurs qui sont au restaurant pour parler toujours de notre troisième branche, le service traiteur, et à faire passer nos plaquettes. Et quand la personne rentre chez elle, en général, elle sait qu'on fait aussi service traiteur. Et dès qu'elle a un événement, elle pense à nous. Donc en réalité, on a créé un cercle vertueux dans ce chaos qui fait qu'aujourd'hui, on est hyper résilient face aux différentes fluctuations de chiffre d'affaires qui sont dans la restauration. Et on peut répondre à des besoins allant de un simple repas à 12 € à des prestations des traiteurs à des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on n'a pas de limite. C'est ça qui est vraiment intéressant avec notre modèle. On a vraiment créé quelque chose de fort, de structuré. C'était pas sans effort, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est super content de pouvoir adresser tout type de clients, toujours avec la MDA, toujours avec le même concept, parce que c'est ça notre ligne directrice, c'est de faire en sorte que notre promesse soit respectée. C'est-à-dire, à chaque fois que tu manges chez Savane et Mousson, tu as un peu d'Afrique, un peu d'Asie dans ton assiette. Et ça, on l'a dupliqué sur plein de branches. Et on est content aujourd'hui d'en être arrivé là. Et moi, j'aimerais ajouter à ce que vient de dire Aïssata. Mohamed, tu as parlé du fait qu'on était entrepreneur, étudiant et qu'on avait la flamme, etc., qu'on n'était pas structuré. Mais en fait, je pense que tu as besoin de cette folie au début pour démarrer. Parce que si, dès le début, tu sais que tu dois faire ça, que tu dois gérer ta compta, que tu dois bien déclarer ça, tu dois avoir toutes les autorisations pour faire ci, pour faire ça, en fait, tu te lances jamais. Tu es obligé de foncer dans le tas. Et après, tu essayes de méthoder, de dire « Ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». En fait, c'est comme si tu te lances dans les airs, tu te lances dans le vide, et en fait, tu construis ton parachute pendant que tu tombes. C'est ça c'est ça l'entrepreneuriat. Il ne faut pas te dire que oui, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ouais, si tu réfléchis trop, tu as déjà perdu trop de temps. Et l'expérience que tu acquiers sur le terrain en faisant, ça vaut 10 ans de réflexion. Après, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous vous lancez avec audace, avec parfois même se dire le gars, il ne voit pas le danger en réalité. Mais en même temps, il y a un côté très pro derrière. Au niveau de la marque, au niveau du savoir-faire. Vous dites que vous n'êtes pas cuisinier, mais vous êtes les premiers à avoir sorti un bouquin qui va être édité par Larousse, ça, et qui va mettre en avant vos recettes sur la cuisine fusion. Donc, il y a, on prend l'initiative dans une zone où en fait, on n'y connaît pas, mais on y va avec un professionnalisme, une rigueur, une volonté et un engagement qui fait que quand les gens regardent ça, mais ils disent c'est une machine de guerre. Mais c'est exactement ça. À moins de 25 ans, le petit bouquin sur le côté, alors qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore fait une fiche technique. Non, mais je suis leur totalement demander d'accord. finalement la base en fait, de la restauration, on le sait. C'est la maîtrise des coûts, des ratios de gestion, du food cost, de la masse salariale. Il y en a, ils ne savent même pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on y va avec audace, parce qu'on disait depuis tout à l'heure un petit peu tout cet élan, toute cette volonté d'aller provoquer le destin. Mais derrière, en fait, il y a vraiment une rigueur et un travail. Et je crois que c'est là la clé du succès. Et si on peut donner peut-être un conseil, c'est OK, Julien, lancez-vous, mais comment on prend le temps quand même d'aller se prendre la tête à bétonner tout ça? Comment vous faites? Où tu trouves ça déjà, le temps, on l'a fabriqué. Hein. Le temps, on l'a fabriqué parce que je pense sur toute cette partie calcul des coûts et tout ça, on le faisait pendant que sur le début, sur l'année 2019. Après, une fois que tu as tes modèles Excel mis en place, il suffit juste quand tu as une nouvelle recette, tu la rentres. Mais tous les modèles, tous les trucs comme ça, on les a fabriqués quand on était en stage. En fait, il faut se dire que pendant un an, nos journées, c'était 9h, 21h. Moi, c'était 9h, 21h à la banque. Et après, 22h, 3h du matin sur Savane et Mousson. Et rebelote tous les jours. Moi, là tu as vu, là, je
Je suis bien, mais je Enfin, crois... t'es bien. Je suis bien portant. Ah Mais je ouais. crois la première année de Savane et Mousson, j'ai dû perdre 10-15 kilos. Genre, Ah ouais. C'était c'était sport. dur. C'était sport. Et cette rigueur, on se l'est appliquée dès le début. Dès le départ, on se disait il faut qu'on travaille de manière professionnelle et qu'on ait une image hyper pro parce qu'on bossait avec des clients professionnels, mais pas que. Moi, je sais que j'étais tellement dans ce truc d'image, attention, il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait, que pendant très longtemps, pendant toutes mes études, même quasiment, mes profs ne savaient pas en fait, que je faisais Savane et Mousson. Donc, quand Julien dit de 9h à 21h, on était en stage, puis après de 21h ou 22h jusqu'à 3h du matin, on était sur Savane et Mousson. Après, moi, je révisais pour le lendemain, pour mes partiels, pour être prête pour les examens. Et en fait, personne ne savait. Et moi, j'avais même pas envie de le dire à mes camarades parce que en fait, c'était une ambiance un peu compète. Et du coup, je n'avais pas envie d'être, entre guillemets, sur le côté quand il fallait faire des groupes, des travaux de groupe. Les gens, ils allaient dire « Ah non, c'est pas avec elle, ça se voit qu'elle, avec ses restaurants, ses trucs, voilà, elle va pas travailler. » Donc au final, personne ne savait. Et quand ils ont su, en plus j'ai terminé vraiment dans les top premiers de la classe, quand ils ont su, ils ont dit c'est pas possible. Ils voulaient venir voir, ils voulaient venir au restaurant pour voir si c'était vraiment vrai. À tel point que cette rigueur-là, ça a vraiment été quelque chose qui nous a drivé, qui nous a motivés dès le début. Et on se l'a appliqué à nous-mêmes dans chacune des cases en fait, dans lesquelles on devait être bon. On devait être bon sur la partie traiteur, on devait être bon à l'école, on devait être bon sur tous les points sur lesquels on s'engageait. Et on l'a fait avec succès et on est content. Bah écoute, bravo à vous, hein, Mohamed. C'est vraiment incroyable. On a eu des salariés alors qu'on était étudiants. Ouais, même les salariés ne savaient pas que j'étais à l'école. Je ne pouvais pas dire. Ils m'appelaient, ils me disaient oui, il nous manque des oignons et tout. Et moi, il y avait mon prof à côté, il me regardait, il me disait mais qu'est-ce que tu fais et tout. C'est ma mère qui m'appelle. C'est ma mère qui m'appelle. Non, franchement, c'était compliqué. À la fois, les salariés ne savaient pas pour l'école et l'école ne savait pas pour l'entrepreneuriat. Ouais. Et quand est-ce qu'alors, finalement, vous avez décidé de le faire à temps plein, finalement de vous consacrer pleinement au développement de Savane et Mousson, de réitérer en fait la réussite, d'ouvrir le premier, le deuxième, le troisième format. Quand est-ce que vous prenez la décision de le faire ? Je crois que c'était 2021. Il me semble. 2021, c'était l'ouverture du restaurant de Paris 11e. Ouais. C'est là où vraiment on a commencé à connaître les réseaux sociaux. Parce qu'avant 2021, je ne pouvais rien vraiment poster. Je n'avais pas envie que tout le monde soit au courant. Je n'avais pas envie que mes salariés me prennent pas au sérieux parce qu'il y avait un peu ce syndrome de l'imposteur, se dire attends mais c'est ma patronne mais elle a des devoirs quoi, enfin elle doit tu vois, enfin moi je supportais pas et inversement je voulais pas que mes camarades se disent elle est nulle à l'école parce que de toute façon elle dort pas et elle travaille pas, elle travaille dans un restaurant, tu vois. J'avais un peu cette dualité qui était un peu compliquée et je voulais vraiment pas que les gens le sachent. Et du coup, c'est en 2021, une fois que j'ai établi et que j'ai réussi à déléguer aussi, parce que 2021, c'est aussi l'année où on commence à recruter, on commence à bien se structurer. Moi, j'avais beaucoup de mal à déléguer au début, je voulais vraiment tout faire, je voulais rien lâcher. Et quand j'ai vu que c'était possible de déléguer, que j'avais une équipe qui commençait à se construire, là, effectivement, j'ai commencé à connaître les réseaux sociaux et après, on n'a pas lâché. Hein. On a connu LinkedIn, on a dit à LinkedIn, vous avez goûté, c'était parti. Tous les matins, je reçois un message de Julien. Même ce matin. Donne-nous de la force. Oh là là, comment il ment. Peut-être en parler en fait, de cette approche avec le fait de se dire tiens, aujourd'hui, la com, c'est hyper important. On doit la maîtriser. On doit avoir, comme tu le disais dans tes interviews, Aïssata, un storytelling. Exactement. Avec en plus, vous, la particularité, c'est ce duo qui est un petit peu atypique, qui est vraiment en fait l'emblème de ce restaurant. Ce brand personnel qui vous suit, vous pouvez nous en parler un petit peu de cette recette magique qu'on applique sur la com pour venir en fait sublimer le resto. La com, c'est Julien. Hein. Ouais. En fait, la com, en fait, on a eu plusieurs périodes dans la com. Au début, on voulait être hyper pro, hyper lisse en fait, parce qu'on voulait vraiment renvoyer une image de qualité. Ça s'explique aussi parce qu'on a commencé par le traiteur. En fait, il fallait qu'on soit pro, qu'on rentre dans des cases pour les entreprises. Après, c'est vraiment, comme on l'a dit, pendant le Covid, on est passé du B2B au B2C, où là, en fait, on a commencé un peu ce personal branding en disant, voilà, on s'est lancé, voilà notre aventure, on galère parce que c'est le Covid, et on a construit notre communauté un peu comme ça, en disant aux gens, en gros, donnez-nous de la force, aidez-nous, on est motivés, on demande qu'à travailler. Et en fait, ça a commencé comme ça, et en fait, le Covid aussi, ça a vraiment réorienté notre manière de communiquer. Et après, petit à petit, on en est venu à parler de notre marque sur les réseaux sociaux, parler de nos produits. Et on s'est rendu compte que les gens, ce qui les intéressait vraiment, c'est un peu les backstage. Comment on fait. Je filme Aïssata en train de faire des
des conneries. Aïssata me filmait en train de faire des conneries. Et on voyait que c'est ça qui marchait sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a continué dans cette ligne directrice où on faisait des vidéos. On mélange un peu des vidéos un peu sympas où on met vraiment bien en avant le produit, des vidéos un peu humoristiques. Et sur LinkedIn, pareil, en fait. Là, sur LinkedIn, on se positionne aujourd'hui comme des entrepreneurs de la restauration, pas des restaurateurs, parce que je trouve qu'il faut distinguer les deux. Pour moi, un restaurateur, c'est quelqu'un qui va travailler dans son restaurant. Un entrepreneur de la restauration, il peut travailler dans son restaurant, mais il a une vision globale pour son projet. Et nous, c'est comme ça qu'on se définit aujourd'hui. Et c'est notre axe de communication qu'on utilise sur un réseau social comme LinkedIn. Oui, d'ailleurs, on le voit bien, chaque fois que vous postez quelque chose, vous postez plus le quotidien d'un entrepreneur. Aujourd'hui, on s'est fait voler dans la caisse. Tu arrives le matin, tu trouves la vitre de ton camion cassée. Ouais. On s'est fait casser le camion pour la 4e fois. Et en fait, oui, vous racontez finalement les galères de l'entrepreneur, mais vous augmentez de manière significative votre capital sympathie. Et c'est ça, je pense que les entrepreneurs veulent voir, veulent entendre, parce qu'ils se disent finalement, cette résilience, elle se travaille au quotidien. Quand ils vous voient traiter le sujet de manière un peu léger, humoristique, voire même de manière... on en tire un enseignement, et bien finalement, vous en faites une force de cette galère. Limite, la galère, elle ne serait pas arrivée, ben, ça n'aurait pas été fun, quoi. Ça ne vous aurait pas servi. Là, ça vous sert, vous transformez une galère en quelque chose de positif pour votre évolution. Et ça, je trouve ça incroyable. Moi, je suis d'accord avec... Non, vas-y, honneur. Pardon, merci. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est hyper pertinent dans le sens où aujourd'hui, le métier de restaurateur a beaucoup changé. Avant, on pouvait se dire j'ouvre mon restaurant, je me mets à tel emplacement et ça va fonctionner. Aujourd'hui, entre guillemets, après la crise du Covid, c'est différent. Le métier de restaurateur, il a changé. Tu dois bien sûr faire la vaisselle, faire tes courses, mais tu dois maintenant aussi impacter dans ton quotidien le fait que tu dois communiquer. Et ça, aujourd'hui, on l'a bien compris. On sait que nous, on n'avait pas forcément l'argent au départ, en tout cas, pour se mettre dans des emplacements numéro 1, parce qu'il y a différents types d'emplacements en restauration. Et nous, on s'est mis dans des emplacements un peu reculés, un peu moins chers, etc. Mais on a maximisé la communication. C'est-à-dire que quand on a pris notre premier laboratoire à Saint-Maur-des-Fossés, on s'était dit que c'était principalement pour l'activité traiteur, mais très vite, on a aussi ouvert une petite boutique de vente à emporter là-bas. Et en fait, nous, on est à 30 minutes de la gare, littéralement à pied. C'est-à-dire que quand on marchait dans les rues de Saint-Maur, si on voyait une personne bien habillée, on savait qu'elle venait chez nous. Enfin, c'était obligé. Les gens marchaient de la gare jusqu'à chez nous, bien habillés, talonnés, etc. On savait que c'était pour nous. Je les voyais, nos clients. Tu vois ce que je veux dire ? La communication, elle est clé et essentielle aujourd'hui. Et sur LinkedIn, c'est différent. LinkedIn, nous, on se définit comme des entrepreneurs de la restauration et j'aime bien ce que Julien a dit, mais je veux rebondir dessus parce qu'aujourd'hui, on va partager nos problématiques pour essayer d'avoir des conseils de la part d'autres personnes et on se crée vraiment un réseau. Moi, je sais qu'il y avait à un moment donné, j'avais plein de soucis administratifs. En gros, j'en avais marre de la paperasse. Enfin, je pense qu'au départ, j'aimais bien la paperasse. Je suis une personne, j'aimais bien traiter les documents, etc. Au bout d'un moment, je rentre dans la restauration, je vois que c'est vraiment encore... trop pour moi. Et du coup, à ce moment-là, je recherche une assistante de direction pour nous aider au quotidien, etc. Et je partage un peu ce quotidien que j'ai et les difficultés que j'ai sur LinkedIn. Et un jour, j'ai trouvé, et du coup, j'annonce sur LinkedIn, finalement, cette difficulté dont je vous ai parlé, finalement, j'ai trouvé la bonne personne, la perle rare. Big up à Bintou. Big up à Bintou. Et là, je vois la réaction des gens, et je vois les gens, ils sont contents pour moi, ils sont là, mais trop bien et tout. Et je me dis, mais en fait, quelque part, on a réussi à embarquer les gens dans notre aventure. Et les gens sont contents pour nous quand on réussit quelque chose, quand on rate quelque chose. Ils sont impliqués. Et même quand ils viennent au restaurant, ils disent « Ah ouais, mais je suis toutes vos aventures sur LinkedIn, c'est super inspirant, etc. » Ça donne vraiment de la force. Ça nous donne beaucoup de courage, même nous, dans nos projets, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs de la restauration, en tout cas à l'époque où nous, on s'est mis dedans, qui faisaient des communiqués comme ça. Et aujourd'hui, être entrepreneur de la restauration, c'est vivre avec son temps, c'est vivre avec les outils de communication digitale, c'est vivre avec l'IA, c'est vivre avec les nouveaux outils qui existent pour la gestion des stocks. Et tout ça, on le partage parce que nous, on n'a pas eu ça. Du coup, on se dit, il y a d'autres personnes qui sont passées par nos difficultés et qui en ont sûrement besoin. Et c'est pour ça qu'en fait, on communique à fond sur tout ça. Top. Bravo. En tout cas, on voit que c'est un projet que vous prenez à bras-le-corps avec toutes les dimensions. Effectivement, comme tu dis, plus entrepreneur de la restauration que simplement restaurateur, avec des projets de développement. Mais avant de parler de vos projets de développement pour l'année 2025 et autres, les projets peut-être de franchise,
Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous inquiétez pas, c'est pas celle-là encore. Moi, j'aimerais vous poser une question. C'est est-ce que vous avez déjà eu envie de tout arrêter? Est-ce qu'il y a eu une fois vraiment le sentiment de se dire non, là c'est trop, je le porte trop et j'en peux plus? Ah, mais tous les jours, tu as envie d'arrêter. Tu as des trucs de fou qui t'arrivent. Moi, et franchement, je pense, et je vais essayer de répondre de manière synthétique, mais je pense qu'il n'y a pas eu un mois où je me disais pas, mais là, il faut qu'on lâche tout parce que c'est pas possible. Il y avait un moment donné, je ne pouvais même pas prendre de rendez-vous chez le médecin, tellement que je me disais, mon quotidien, il est imprévisible. Dans la restauration, c'est fait de tellement de choses imprévisibles que je me disais, c'est pas possible. Là, j'avais des rendez-vous parfois chez le dentiste, j'avais des rendez-vous chez le médecin, je pouvais même pas y aller, je pouvais même pas caler de rendez-vous parce que je savais pas si on n'allait pas me planter dans un de nos points de vente, ou je savais pas si j'allais pas me faire cambrioler sur un des points de vente et que du coup, je dois aller porter plainte au commissariat, etc. Et donc, en fait, des fois, je prenais rendez-vous avec des gens, avec des rendez-vous perso, des rendez-vous pro. Et en plein milieu de mon rendez-vous, en fait, je devais partir, tu vois, parce qu'il y avait, je sais pas moi, 20 personnes devant la porte au restaurant de Paris. Et ça, c'est même pas une anecdote, c'est vraiment vrai. Ça nous est même réarrivé il y a quelques semaines, là. Il y a 20 personnes devant le restaurant de Paris, mon téléphone sonne. Oui, allô, on est les clients qui avons réservé pour midi, on est 20, on est devant la porte, elle est fermée. Je dis, mais comment c'est possible? Ils sont où les serveurs? J'appelle le resto. Incroyable. C'est les cuisiniers qui me répondent. Ils me disent, ouais, il n'y a pas de serveur. On est tout seul. On ne peut pas faire la cuisine et la salle et tout. Je suis là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis en plein rendez-vous et tout. Enfin, franchement, ça a été hyper galère. Et dans ces moments, tu te dis, mais en fait, si tu n'as pas une équipe sur laquelle tu peux compter, c'est vraiment très difficile. Et il y a des moments où tu te dis, mais en fait, j'ai tous envie de les envoyer, entre guillemets, chier, parce qu'ils m'énervent, etc. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Il faut essayer de comprendre quel est le problème, quelles sont les solutions que tu peux mettre en face. Et effectivement, à chaque fois, on arrive à trouver des solutions. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé notre organisme spécialisé dans les ressources humaines, parce que je pense qu'en restauration, nous en tout cas, les problèmes qu'on a eus, c'est vraiment surtout lié aux ressources humaines. C'était pas une question de développement, c'était pas une question de trouver de l'argent pour se développer, c'était pas une question de gestion du tout. C'est vraiment les ressources humaines, c'était la cata pendant le Covid. Il restait pas non plus énormément de personnes disponibles sur le marché qui voulaient encore travailler et qui étaient qualifiées pour le faire. Du coup, on a un peu fait beaucoup d'erreurs de recrutement à ce moment-là, et je pense qu'on a été immunisés, et aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, on a moins de soucis, mais effectivement, il y a eu des moments où tu as envie juste de tout lâcher, quoi. Et toi, alors, Julien? Heureusement qu'elle a été synthétique. Hein. Non, moi, ce que je peux ajouter, en fait, c'est que même si tu as envie de tout lâcher, en fait, il faut que tu rencontres ces galères. Parce que tu as vu, si pendant, je sais pas, tu t'entreprends, tu te développes pendant 5 ans, 10 ans, tu rencontres aucune galère, la moindre galère qui va t'arriver, ça va te casser en deux. Genre, il faut tanner le cuir. Ouais, il faut tanner le cuir, exactement. Il faut que tu aies des galères, tu rattrapes, des galères, tu rattrapes, etc. pour t'entraîner. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on tient avec Aseta. Aseta, comme elle a dit, on a eu envie de tout lâcher des fois. Mais en fait, le fait qu'on ne soit pas mort et qu'on se dise, ouais, on continue, bah aujourd'hui, on est entraîné. En Ouais. fait, limite, si tu entreprends, et surtout dans la restauration, et tu n'arrives pas de galère, pose-toi des questions. Parce que tu as eu le jour où ils vont attraper ton cou, ça va. Ils vont te découper. Et ils vont te découper. En tout cas, c'est rafraîchissant d'entendre ça, Mokhtar. C'est vraiment intéressant parce que la plupart des entrepreneurs, comme vous le dites, ils aiment bien mettre en avant ce qui fonctionne, ce qui marche, etc. Ils ont honte presque de parler de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas. Vous le faites avec une grande aisance et ça fait du bien à entendre. Parce que entreprendre, c'est ça, finalement. Alors, nous sommes dans l'émission À table, Julien et Asata. Et comme toute table qui se respecte, il y a une entrée et un plat. On arrive à la fin du plat, donc on va mettre les pieds dans le plat pour aller dans le dessert. Et il y a une question que vous avez évoquée tout à l'heure qui est, je pense, très importante, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, l'argent. Et moi, ce qui m'impressionne chez vous... Moi, je pensais que c'était une autre question. Non, celle-là, on la fera en off. Dans un épisode bonus. Comment on appelle ces épisodes sur le côté non, c'est là pas ça. C'est que ma fille hors série. m'a demandé Oui. ce matin Oui. de poser une question. Je Oui. respecte les engagements de ma fille. Allez. Je la poserai, mais je te laisse d'abord terminer ta question sur l'argent. Le nerf de la guerre, l'argent. Ouais. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs. Alors, c'est souvent lié au secteur d'activité. Par exemple, quand on est dans la tech, il faut faire tout de suite une levée de fonds parce que sinon, c'est compliqué de se développer, etc. Mais on va dire dans l'inconscient général, on a l'impression que pour développer son business, il faut aller chercher de l'argent ailleurs.
Et vous avez une méthode complètement différente. Finalement, vous avez un rapport à l'argent depuis le départ qui est très intéressant, que j'aimerais bien que vous partagiez avec nous. En fait, déjà, nous, c'était vraiment le sens de la débrouille. Hein. Nous, on a commencé à acheter les premières casseroles du service traiteur avec Savane et Mousson avec nos payes de stage. En fait, on habitait chez nos parents. Du coup, on n'avait pas de loyer. On avait un pass Navigo à payer, la cantine d'entreprise le midi. Et après, le reste, on a mis tapis sur Savane et Mousson. On a même la première camionnette, on l'a acheté comme ça. Et la première camionnette, il ne faut pas croire qu'on a pris un camion, on a été chez le concessionnaire et tout. Le Bon Coin, Kangoo, année 2008. 2000 euros. Diesel, 1500 euros. Diesel, 1,5 litre DCI. Et hop, ça part. Et en fait, je pense que le meilleur ami de Savane et Mousson dans son aventure, c'était le Bon Coin. Le Bon Coin, on a tout acheté. C'est le partenaire officiel. 100% des restaurants de Savane et Mousson ont aujourd'hui été achetés sur le Bon Coin. C'est bon ou pas? Parce que en fait, tu peux négocier, ça va trop vite, etc. Et surtout, quand tu te lances dans la restauration, tu fais ton business plan parce que nous, on est issus d'écoles de commerce, on voit c'est quoi les business plans. Mais en vrai, ça se passe jamais comme sur le business plan. Le business plan, c'est bien pour aller voir ta banque et tu dis, ouais, regarde, tu vas voir des partenaires. Toi. Mais un business plan, c'est pas vrai, c'est une chimère, c'est un fantasme que tu te fais, je vais vendre ci, je vais vendre ça. Ça se passe jamais pareil que sur le business plan. Du coup, nous, on a vraiment... En fait, quand on avait besoin d'un truc, on l'achetait et on le négociait sur le Bon Coin. Et tu vois, par exemple, quand tu ouvres ton premier restaurant, tu dis ouais, il me faut un four, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça. Tu vas avoir un cuisiniste, tu as un devis à 80 000 euros. Alors qu'en vrai de vrai, avec 1500 euros, tu ouvres ton restaurant, tu regardes, tu prends un micro-ondes d'occasion, tu prends ça, même si dans 3 mois il se pète, même si dans 3 mois il se casse, tu auras fait combien entre le moment où tu l'as acheté et le moment où il s'est cassé? Cet argent-là, tu l'utilises et là tu pourras acheter du matériel plus performant. Mais au début, on a vraiment vu petit. On s'est dit, ouais, on fait avec ce qu'on a, on va se débrouiller. Et au fur et à mesure, on s'est professionnalisé. Et en fait, on a... Je pense que c'est à partir du mois de 6 ou 7 mois d'activité qu'on a arrêté de mettre de l'argent de nos payes de stage. Et que là, c'est l'activité qui s'autofinançait. Et du coup, mais c'est seulement à partir de 2022 qu'on a commencé à se rémunérer avec Aïssata. Mais comme on était en alternance, on vit dans un beau pays qui est la France, on a élevé le chômage et tout ça. Mais du coup, on a jamais... En fait, je pense que notre rapport à l'argent, c'est quoi? On n'a jamais dépensé de l'argent qu'on n'avait pas. En fait, chaque euro qu'on a mis dans Savane et Mousson, en fait, c'était un euro à nous. C'est pas comme si on avait levé des fonds, on se dit, ouais, de toute façon, on flambe l'argent des investisseurs, on s'en fout. Chaque euro de Savane et Mousson, c'est de la sueur et du sang. C'est de la sueur et du sang qui sort de notre front. Julien est beaucoup dans le registre spartiate. À la mort, du sang. Justement, aujourd'hui, si on veut parler d'avenir, donc, je pense que le besoin d'argent est différent, vous vous projetez autrement. Parlons-en justement de cette étape d'avenir. C'est toujours un débat et c'est pour ça qu'on est deux aussi dans l'entrepreneuriat. Julien a sa vision du développement, moi j'en ai peut-être une autre. Mais ce qu'on se dit par rapport au développement, et c'est bien qu'il l'ait résumé avec l'argent, effectivement, tout l'argent qu'on a dépensé, c'est de l'argent qu'on avait. Et quand on allait demander de l'argent, que ce soit auprès des partenaires bancaires, du réseau Entreprendre, etc., on leur demandait de l'argent quand on n'en avait pas besoin. C'est différent d'aller voir une banque et de lui dire « Là, je suis vraiment dans la merde, ma trésorerie, elle est dans le rouge, etc. » À noter, quand on n'a pas besoin d'argent, c'est là où il faut demander. Parce que la banque, si tu en as trop besoin, elle va se poser trop de questions. Elle va dire « Attends, eux, là, si je leur prête, je ne sais pas comment ça va finir. » Nous, quand on y allait, on n'avait pas besoin d'argent. On n'avait pas besoin d'argent, juste on leur disait « Il nous faut un coup de pouce. » Là, à ce moment-là, on a réussi à faire tant d'euros de chiffre d'affaires. On a besoin d'aller plus loin. On a un projet. Si vous voulez, on peut le financer nous-mêmes, mais on n'a pas envie d'engager notre trésorerie. Du coup, aidez-nous et ça va bien se passer. Et effectivement, à chaque fois, la banque, elle nous a dit oui. Donc, on n'a jamais eu de problème, que ce soit auprès des banques. J'entends beaucoup d'entrepreneurs venir et dire « Ah oui, mais moi, j'ai eu 10 refus de la part des banques. » Nous, jamais. Et la banque, à chaque fois qu'on allait leur demander, ils nous disaient que c'était OK. Ça. On demandait de l'argent quand on n'avait pas besoin. Aujourd'hui, pour le développement, c'est pareil. On veut se lancer en franchise. On a l'ambition de se lancer en franchise. Soit on le fait tout seul et on engage notre trésorerie, comme le souhaite Julien. Et du coup, on le fait par nos propres moyens. On ira sûrement plus lentement, mais au moins, on ne dépend pas d'un investisseur ou autre qui entrerait au capital et du coup, qui serait avec nous et on deviendrait un trio. Donc, c'est vraiment des questions à se poser. On en parlera tout à l'heure de ce binôme. Soit on a une vision différente et on se dit,
c'était le moment en fait de marquer un grand coup et de pour une fois se faire accompagner et de faire rentrer une autre personne. Ça, c'est plus ma vision à moi. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de propositions de la part de centres commerciaux, de la part de grands groupes, de la part d'autres personnes qui voulaient entrer dans le duo Savane-Mousson pour pouvoir nous accompagner et aller plus loin dans la franchise et vraiment arriver, entre guillemets, en bombe dans le monde de la franchise. Et moi, c'est une option qui pourrait me séduire dans le sens où je me dis quand même, on a trimé, on a donné tout ce qu'on avait à donner. On pourrait remettre le couvert et aller nous-mêmes, mais quand même, j'aimerais avoir cette expérience en tant qu'entrepreneur pour une fois de lever des fonds et de voir ce que ça fait et surtout de pouvoir justement mettre à profit toutes les connaissances d'un investisseur qui s'y connaîtrait dans ce secteur-là, dans la franchise, pour pouvoir nous accompagner et avoir un réel accompagnement. Parce que l'accompagnement, c'est important pour moi d'avoir une personne qui nous accompagne. En tout cas, si la personne rentre au capital, que ce soit vraiment une personne qui ait l'expérience de la restauration, sinon ça ne m'intéresse pas. Parce que l'argent, si on le veut, comme on a dit, on l'a. Mais aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est plus des compétences et du coup, une personne à qui on peut parler et qui va nous comprendre, qui va comprendre nos problématiques. En tout cas, merci Aïssata de partager avec nous cette vision, ces arbitrages, ces choix, ces doutes, et donc de belles perspectives pour cette année 2025. Aujourd'hui, il y a combien d'établissements Savane-Mousson déjà ? Là, aujourd'hui, on a 4 points de vente en Île-de-France. On doit ouvrir le 5e, normalement, ce premier trimestre 2025. Ça prend un peu de retard, mais normalement, on devrait ouvrir un 5e cette année. Et après, là, surtout, sur ce qu'on se concentre aujourd'hui, c'est qu'on a lancé, comme l'a évoqué Aïssata, notre organisme de formation. Et en fait, toujours dans le cadre de la stratégie de la franchise, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les galères par lesquelles on est passé en tant que restaurateur pour opérer ces 4 points de vente, c'est d'avoir une main-d'œuvre peu formée. Et en fait, on n'a pas envie d'arriver vers nos franchisés en leur disant en gros, tu te débrouilles. Tu vois. On veut leur envoyer des gens formés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on bosse sur cet organisme de formation. On a déjà formé une dizaine de collaborateurs grâce à cet organisme qui aujourd'hui forme les rangs de nos différents restaurants. Et vu qu'on s'est fait les dents sur ce process-là, on s'estime prêt pour partir en franchise. Top. Ben écoute, merci Julien de partager avec nous la vision 2025. Donc au cœur de cette stratégie Savane-Mousson, ça va être essentiellement la structuration de ce réseau de franchises. Comment on le finance ? Comment on finance cette tête de réseau ? C'est un peu les questions que vous avez à éluder sur les quelques mois qui arrivent. Et on aura grand plaisir, nous, avec l'association Micro Academy, à accompagner ce mouvement, notamment avec le concours Mohamed à franchise. Tu veux dire un mot sur le concours ? Bien, justement, ce concours, il vise pas simplement à mettre en compétition les entrepreneurs qui souhaitent franchir le pas de la franchise et simplement d'aller sortir le meilleur restaurant, mais plutôt de créer autour de ces entrepreneurs un écosystème capable de leur donner les meilleures conditions pour se développer. Et on l'a vu, ce n'est pas qu'une question de savoir-faire, c'est aussi une question de mindset, c'est une question de résilience, c'est une question aussi, j'allais dire, de rencontre parfois. Et donc, c'est bien ce qu'on souhaite réitérer dans ce concours. Et on est ravis de vous compter parmi ces candidats. Top. Mohamed, avant de clôturer ce podcast, j'ai fait une promesse. Ah. Je fais une promesse de poser une question. Je la sens mal, là. Alors, attends, de qui cette promesse ? Ah, ma fille, ce matin. La fille, c'est obligé. On est obligé de tenir. Ce matin, elle m'a dit, ouais, je les ai vus sur Insta. Je les ai vus sur TikTok, mais elle m'a dit, mais ils sont ensemble ou pas ? Mais je ne sais pas combien de personnes nous ont posé cette question. Juste avant de répondre, je ne sais pas combien de personnes nous ont posé cette question. Et même deux fois, j'ai 2 anecdotes à raconter par rapport à ça. Une fois, je réponds au standard de Savane-Mousson. On me dit, Savane-Mousson, bonjour. Oui, je viens de découvrir la page Savane-Mousson sur Instagram. Mais du coup, vous êtes en couple avec le monsieur asiatique, là ? J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais sinon, c'était quoi votre commande ? Ouais, c'est ça, la commande, la réservation. C'était juste pour savoir. Le gossip, il est incroyable. On se posait la question avec nos collègues et tout. J'ai dit, ah ouais, les gens sont dedans. Alors, je vais prendre ma voix grave. Ouh. Chers amis, on se pose tous la question. Vous êtes plus de 2 millions de personnes à nous suivre tous les matins pour ce podcast. Et bien sûr, vous vous posez cette question. Je vais la poser à Aïssata en la regardant directement dans les yeux. J'ouvre mes yeux. Aïssata,
est-ce que vous êtes en couple? Non. On n'est pas en couple. Mais tu sais que. Non, attends, c'est différent. Julien, est-ce que vous êtes en couple? Non. Mais en fait, elle est amoureuse de moi. Non, Ok. plus sérieusement, en fait, vous savez, cette question, Oui. des fois, il y a des. Genre, tellement je suis fatigué d'expliquer. Ouais. Des fois, il y a des gens, des clients ou même des fournisseurs, ils disent ouais, du Ouais. coup, j'ai vu avec ta femme. Ouais. Je laisse. Ouais, c'est Parce qu'en fait, c'est trop d'à chaque fois expliquer. Du coup, il y en a plein qui pensent que Aïssata, c'est ma femme, comme je les contredis pas. Ouais. Mais en fait, c'est tellement fatigant. T'imagines 5 fois Mais- par jour, tu dois dire non, Mais c'est pas c'est ça. normal qu'on pense ça. Vous êtes un couple entrepreneurial tellement fusionnel Ouais. que ça traverse tout le temps l'esprit de chacun, cette question. En plus, les gens, ils sont trop déçus quand on dit non. Oui, Dans la saison 3, vous découvrirez comment ils nous ont caché toute la vérité. Parce qu'ils ont eu un pacte. Parce que... à la mort. Alors, Jusqu'à la mort. Non, mais moi, je vous remercie de cette réponse. Simplement, je me permets de parler. Aïssata et Julien, on a eu une expérience tous ensemble. Nous avions eu l'occasion, il y a quelques années de cela, de faire un voyage incroyable au cœur du désert. C'est vrai. euh, Génial. Organisé par l'association Micro Academy. On salue tous Milly, Ouais. qui l'a organisé avec Ouais, une main merci de maître. Milly. Big up à Merci Milly. Milly, big up. Et il se trouve que ce fameux bootcamp, ce moment de travail sur le mindset, big up aussi à Dylan qui était Ouais. là. Oui, Dylan, merci beaucoup. Voilà. L'introduction représente. Et exactement. Et je me souviens d'un matin. Un matin où je me suis levé pour regarder le lever du soleil. Mais je me suis levé un peu trop tôt. Comme chaque matin. Comme chaque matin, non? Et j'arrive dans un espace, tu vois, un peu ouvert, etc. OK. Et je vais pour un petit peu attendre le lever du soleil. Et j'entends juste à côté des gens allongés, parce que c'était un petit peu comme ça, en mode Touareg. Et j'entends une voix qui m'est familière. T'entends Ouais. sans faire exprès. Ouais, sans faire exprès, Sans parce faire que exprès. j'étais au bon endroit, au mauvais moment. Et donc, j'entends une petite voix, tu vois, allongée comme ça, et j'entends Chérie, j'ai froid. Chérie, j'ai froid. Ah. Je reprends la liste des Si gens. tu reconnais la non, voix à non, ce non, moment-là. attends. D'abord, premièrement, je reprends la liste, parce qu'on avait travaillé avec Milly cette liste, Hein de tous les chéris du groupe, des participants. Oui. Je n'ai jamais trouvé un chéri. Ah. Ok, je me dis peut-être c'est pas notre groupe. Ok. Au lever du matin pour prendre le petit déj. Attends, la réponse de Chérie, j'ai froid. Le gars, bien sûr, il n'était pas trop courageux. Elle lui a demandé, tu peux aller chercher une couverture. Le gars flemme de tout. Et je reconnais la réalité. Il lui a dit, tiens, ma veste. À mon Il grand fait avec les moyens. Ça ressemble un peu à ce qu'il disait sur l'argent. Ouais, sur l'argent. Genre, on va pas acheter une on va couverture. dedans, etc. On va pas dépenser On va plus pas qu'on dépenser dépense plus. d'habitude. Et On tient la veste. Voilà, tu vois. Voilà, la débrouille. Voilà, débrouille. Ok, Tu ça, reconnais ça le colle, cas. ça Ok. colle. À 8h le matin, au petit-déj, qui je vois aux mêmes places. Ah. Et je dis, vous étiez là? Je dis, ouais. Là, le piège dans ma tête, il s'est préparé. J'ai dit, mais il n'y a pas un chéri qui a été dit? Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Toi aussi, t'entends, t'imagines. Donc, je veux bien comprendre que vous n'êtes pas en couple, mais je sais ce que j'ai entendu. Ah. Non. Non. Alors, Là, il y a beaucoup, ça a été romancé. regarde Ça a été comment il romancé. touche ses yeux. Regarde, il touche ses Non, mais yeux. parce qu'en fait, il faut savoir, chers auditeurs, Ouais. que en fait, Mokhtar, cette histoire, Ouais. il nous l'a raconté peut-être 700 700 fois. Et en fait, à chaque fois, Il Il rajoute rajoute vous connaissez des les scénarios. Tunisiens, à chaque fois, C'est il des rajoute artistes. un C'est petit des peu. artistes. Il rajoute un petit peu, il chante un peu quand il parle. Il rajoute un petit peu. Et là, typiquement, là, je pense que c'est la version la plus remixée parce que ça s'est jamais passé comme ça. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que avec Aïssata, on dormait dans le désert. Du coup, on voulait voir les Étoiles. étoiles. Du coup, on s'était endormi dans une cabane. Ah, Dans vous une étiez espèce là, alors c'était bien vous? Ouais, mais il y avait d'autres gens avec nous. On n'était pas que deux. Il y Mais avait oui, plein on de a gens. fait un loup-garou. Ouais, on a fait un Ah, loup-garou. voilà. Après, Ah, on c'est était donc tous ça, endormis. t'as entendu. Attends, on va voir. Et en gros, Aïssata, elle me dit Julien, va me chercher une couette, j'ai froid. Je dis non, tu me casses les. Non, Les pieds
Ok. Et du coup, tiens, si tu veux, prends ma veste. Et en fait, Ok. ça s'est arrêté là, Ouais, 4 ouais. fois. Il n'y a Ouais. pas eu de Non, chérie, de Ouais. ci, de ça. Non, le mot Julien n'avait pas été évoqué. C'était différent. Ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, on est tous d'accord qu'il s'est passé ça. Et l'histoire. Peut-être sommes-nous dans la Non, théorie du non, complot. non, je pense que ça- Peut-être sommes-nous dans la vérité. Ouais. Nous laisserons Les ça va auditeurs, les être, auditeurs ça va trancher. être dans un prochain podcast. Voilà. On Voilà. va les, après, à table, on va les cuisiner. Exactement. En tout cas, merci Aïssata, merci, Merci Julien. à vous. C'était Ah, attendez, c'est attendez, bon. moi Ouais. j'ai une question quand Ouais, même, ouais, parce que on a bien mangé, on a savouré ces aventures avec vous, vraiment c'était délicieux, mais qui paye l'addition? Et pour l'addition, normalement, le règlement se fait en Conseil. espèces. En espèces de conseils. Alors, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs pour clôturer cette belle émission? Quel conseil? Ah ouais. Ah, on est passé du coq à l'âne là. Là, il a encore toutes les émotions, tu vois. J'ai encore revenu, mais il a vraiment raconté ça dans le podcast là. Et du coup, les précédents, enfin les suivants, pardon, qui passeront dans ce podcast vont réfléchir avant de venir, Ouais, parce qu'ils ouais, savent ouais, qu'on a ouais. enquêté. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un conseil, Julien. Alors moi, un conseil pour la restauration et pour l'entrepreneuriat en général. Après, faut pas croire que c'est un rapport avec l'anecdote chelou de Mokhtar. Mais moi, je pense que le plus grand conseil que je peux donner, c'est trouver un associé et trouver votre Aïssata. Parce que franchement, Oh, c'est trop gentil. entreprendre. C'est qu'il est Entreprendre mignon, sans- Je pensais pas que qu'il t'allais est dire mignon. Non, franchement, entreprendre dans la restauration, c'est dur. Moi, jamais de ma vie, je me serais vu le faire tout seul. Surtout que moi, je suis un mec, j'aime pas être tout seul. Par exemple, je suis un mec, je peux pas manger tout seul. Je suis Ouais, ça, obligé c'est vrai, de, ça. je suis obligé d'avoir quelqu'un avec moi tout le temps pour. N'importe qui. Ouais, N'importe même- qui. Ah, quand j'étais- T'as qu'à essayer de te débarrasser. Non, pas que moi, pas que moi. N'importe qui, n'importe qui. Non, mais en fait, ça, je pense, ça dépend du type d'entrepreneur que Ouais. vous êtes. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de quelqu'un avec qui Challenger en binôme, partager mes partager, victoires, ouais. partager mes défaites, se challenger, brainstormer. Et du coup, en fait, si j'avais pas Aïssata avec moi dans cette aventure, bah, en fait, ça aurait été plat, tu vois. Moi, en fait, j'avais vraiment besoin de ce binôme. Et surtout qui est dans le même état d'esprit que moi, qui a le même mindset. Ça, c'est hyper important parce que si tu t'associes avec quelqu'un qui est pas aligné avec, avec ta vision, ça va pas le faire. Mais moi, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, trouvez votre Aïssata. Alors on vous C'est souhaite dur, hein, il y en a tous pas beaucoup, hein. une Aïssata. Il y en a une. Et toi, Moi, si je Aïssata devais donner un conseil, c'est que moi, au début, j'avais vraiment peur de parler de mon projet. Quand je rencontrais des personnes, je disais, ouais, en fait, je vais lancer un restaurant. Et la personne, elle me disait, ouais, mais ça va être quoi les plats et tout? Je disais, tu vas voir. Ça, je voulais pas dire, je restais hyper floue, hyper. Mais à la fois, je voulais des conseils, je voulais qu'on m'aide, mais je voulais pas dire ce que je faisais. Donc, c'était complètement débile. Et au final, c'est que quand j'ai commencé à vraiment parler de ce que je voulais faire et à vraiment commencer à travailler mon pitch, mon storytelling, que là, effectivement, j'ai commencé à pouvoir avoir des conseils. Donc, faut pas croire aussi que quand tu donnes ton idée de projet ou de concept à quelqu'un, la personne, elle va copier. Enfin, parce que moi, j'avais peur de ça, je me disais, mais elle va prendre le concept, elle va partir avec, etc. Oh, non, la personne, elle va pas forcément copier. Peut-être que si, peut-être que non. Mais la personne, elle n'arrivera jamais à copier le truc à 100%. Il faudrait être une Africaine, un Asiatique, avoir fait des voyages, etc., avoir tout le storytelling qu'on a pour nous copier à 100%. Donc, au final, même si j'en parle, même si je le dis, bah, la personne, elle n'est pas toi. Tu as ta manière de le faire. Exactement. Et au final, c'est ça qui vaut, en fait, sur le papier, tu vois. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est que quand je l'ai compris, effectivement, j'ai réussi à avoir les bons conseils, rencontrer les bonnes personnes et à vraiment travailler, du coup, ma manière de m'exprimer, de parler, etc., de mon projet. Donc, ne vous cachez pas quand vous avez un projet, Et surtout, il faut parlez-en. se dire, nous, je me rappelle au début, on se disait, ouais, mais attends, on va pas le dire à lui. Lui, il a déjà 5 restaurants. Si on lui dit notre idée, il va mettre des sushis afro-asiatiques dans tous ses restaurants. Ouais, t'as vu. Moi, même si demain on vient avec un produit de ouf, c'est tellement galère à expliquer aux gens à comment faire, à changer tous ces process, que j'aurais pas le temps de le faire. En fait, déjà, j'ai même pas le temps d'appliquer mes propres idées dans mon restaurant. Alors, si toi, tu viens avec une idée qui change tout, c'est impossible que je te copie. Même si je veux, je pourrais pas. Très bien, très beau conseil. Vous avez décidé d'être avant d'avoir ou de faire. Et ça, c'est le meilleur conseil que vous pouviez donner à nos auditeurs. Encore merci d'avoir Merci, partagé ce Mohamed. moment avec nous. Ouais. Bah écoutez, Merci moi, à j'ai trop vous, hein. kiffé en fait. Moi aussi, j'ai trop aimé. cet Ouais. échange.
Et c'est une belle aventure déjà à Savane et Mousson. Et le partenariat avec My Créo Academy, il est juste incroyable. Et je voulais vous proposer un truc. Ouais. C'est un peu ça sort des sentiers battus, mais ça vous dirait d'animer avec nous le podcast? Ah, moi, je Wow. suis chaud. Hein. Moi, je suis chaud. On a Ouais. senti. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer d'être à nos côtés pour animer le podcast Avec à grand, table, grand, grand plaisir. recevoir des invités de la restauration, leur poser des questions parfois un petit peu... Vous ne mettez aucune condition avec Mokhtar? Ouais, parce que je vais Pour poser le encore des podcast questions. Ça, c'est plus Je sais Julien. pas, on va y On va y réfléchir. on va y réfléchir. Pour l'instant, c'est un oui, c'est un oui, mais C'est un on oui va de principe. C'est un oui de principe. En tout cas, ça. c'était un grand plaisir de recevoir pour ce podcast à table Julien et Aïssata à Savane et Mousson pour cet épisode où on a parlé vrai. Comme tu dis, Julien, on a parlé français. LV1. Et on va continuer à parler français. Dire qu'on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes et inviter toutes celles et ceux qui sont intéressés par votre parcours de visiter votre page, Instagram, votre site internet. Si on sont intéressés pour rejoindre le réseau de franchise qui va bientôt se lancer, qui n'hésite pas à rentrer en contact avec vous. Et nous, Mohamed, pour le concours à franchise, inviter nos auditeurs à s'inscrire, à valoriser leur projet pour bénéficier d'un accompagnement juste incroyable Oui, avec Mokhtar. le site internet www.affranchise.fr. C'est ça? Affranchise.fr. Merci à vous, Julien et Sata, et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Merci à vous, à Allez, bientôt. ciao, au revoir. Merci À bientôt. beaucoup.